Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et avec elles, l'envie irrésistible de douceur, de gourmandise, chocolat, marron glacé et autres délices sont des incontournables qui viennent parfaire la magie de Noël. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger sur ces plaisirs sucrés qui marquent cette période festive. Nous parlerons de l'engouement pour ces spécialités tant attendues, de la façon dont elles enchantent nos papilles et de ce qui fait leur caractère unique en cette saison. Alors laissez-vous emporter par la féerie des fêtes en découvrant avec nos invités les secrets de ces douceurs qui rendent Noël encore plus savoureux. Sud Radio C'est ça la France. Et pour commencer, on va partir aux portes de Carcassonne avec Éric Montera de l'entreprise Nougalet. Bonjour Éric. Oui, bonjour Nathalie. Alors chez vous, on découvre le chocolat, on le déguste, mais on peut désormais visiter l'entreprise pour découvrir les coulisses de la fabrication du chocolat à Nougalet. Alors tout à fait, nous avons déménagé, c'est tout récent, ça fait 2 ans, on a fait un site agro-touristique qui permet à notre clientèle de voir tous les ateliers. On a 10 ateliers de production, on fait partie des rares aujourd'hui à être aussi transparent que ça dans notre environnement. De la chocolaterie, de la confiserie. Et alors ça, c'est vraiment toujours magique, hein. Parce qu'on a le produit fini, mais de voir comment il est façonné, je pense que c'est la plus belle surprise finalement quand on va dans une entreprise, hein. On repart avec le produit qu'on aime, puis on a appris quelque chose, qu'on a découvert un petit peu du savoir-faire. Oui, c'est ça. En fait, historiquement, cette entreprise qui s'appelle Nougalet a été créée, c'était le Nougat d'Alette, qui est un petit village perdu dans la Haute-Vallée, et avec plein de savoir-faire. Création de bonbons. Elle a commencé avec le nougat, elle a créé après des bonbons à l'ancienne, des spécialités comme la brique du Capitole, on a la marque. Ensuite, elle s'est diversifiée avec le chocolat et aujourd'hui, c'est le chocolat qui domine notre fabrication. Oui, le chocolat qui domine la fabrication avec, j'imagine aussi votre arrivée. Vous avez été séduit par l'univers du chocolat de cette entreprise Nougalet. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de découvrir, de rentrer dans cet univers du chocolat et comment vous êtes devenu, c'est le surnom qu'on vous donne, un fou de chocolat, ce fou de chocolat. Merci. Alors oui, je dis il y a quelques années, je suis issu de Bourgogne, en fait d'une famille de paysans, de 10 frères et sœurs. Le dernier, il en fallait un. Et j'ai mon plus grand frère qui était pâtissier chocolatier, qui avait une très grosse pâtisserie en Bourgogne et qui a suscité l'envie d'aller dans ce métier. Donc j'ai fait un apprentissage sur le Mâcon. Ensuite, je suis parti travailler en Suisse. J'ai travaillé en Corse et j'ai travaillé à différents endroits sur Rhône-Alpes, sur Lyon, avant de m'installer dans le Charolais. Et comment vous avez découvert justement cette maison Nougalet ? Alors, c'est les rencontres. C'est les rencontres qui font que je ne connaissais pas du tout. Quelqu'un me l'a présenté. J'étais jamais venu dans la Haute-Vallée. Carcassonne, oui, je connaissais, mais après Limoux, la Haute-Vallée, j'étais jamais venu. Et qu'est-ce qui vous a séduit alors, justement ? Lorsque je suis rentré dans cette chocolaterie-confiserie, j'étais interpellé par toute cette diversité de savoir-faire. Que ce soit dans le travail du bonbon, le travail du chocolat, et une petite entreprise à taille humaine. Et c'est ce qui m'a vraiment séduit. Alors la première chose que je me suis dit en arrivant, j'ai dit mais ce savoir-faire que personne ne connaît, personne ne voit, comment demain si je réussis à la faire connaître, à la mettre au grand jour, de voir tous ces professionnels, tous ces artisans qui travaillent et de voir leur fabrication en direct. Vous avez vu le potentiel de cette maison si riche de savoir-faire et méconnue. Oui, c'est exactement ça. Et il y a 3 ans, il y a une décision qui a été prise en disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on donne un nouveau souffle à l'entreprise, est-ce qu'on le met à la lumière en étant proche on est aux portes de Carcassonne, à 5 minutes de la cité, sortie d'autoroute. Et on a fait un site, alors la décision de faire un site agro-touristique avec toute une visite libre ou guidée de tous les ateliers. Il y a pratiquement
500 mètres carrés de visite de galerie. Il y a 10 ateliers où on voit toute la fabrication du bonbon, les bonbons à l'ancienne, bonbons de sucre cuit. On voit la fabrication du macaronia. Alors c'est une spécialité à nous. Nous sommes les seuls à le fabriquer. C'est le macaron version chocolat. Waouh. On voit la fabrication de ce qu'on appelle nous les enrobés, les turbinés. Alors on fabrique les olives, les noisettes enrobées, les abricots du Roussillon, les cerises de Céré. On achète les fruits à maturité en juin localement. On va les transformer en purée de fruits. On va fabriquer la pâte de fruits. On va les découper en tout petits cubes pour les turbiner, pour les enrober de chocolat. Et comment vous travaillez au niveau de la couverture du chocolat ? Quelles sont les étapes clés, justement? Est-ce que c'est vous qui choisissez les crus, l'origine des fèves? Alors, on fabrique tout de A à Z, mais on ne travaille pas les fèves de cacao. C'est la seule chose qu'on ne fabrique pas. On ne va pas transformer la fève. On va transformer la masse de cacao. On va faire nos assemblages avec différentes origines. Alors, principalement aujourd'hui, dans un enrobage de bonbons de chocolat, on utilise la couverture. Ce qu'on appelle le chocolat, c'est la couverture. La couverture en provenance de Côte d'Ivoire. Et après, on a différentes origines, comme alors pour moi, c'est en termes gustatifs l'Équateur, qui est une pointe d'acidité je me suis rendu il y a quelques années pour rencontrer les producteurs, et j'ai été interpellé déjà par leur savoir dans leur concept de travail pour élaborer les fèves avant de les transformer, et aussi par leur générosité. C'est des gens qui étaient hyper généreux, avec un travail très très bien fait et avec un produit final qui est extraordinaire. Donc on voyage finalement avec vos chocolats. Là, on voyage en Équateur en ce moment. Voilà, on voyage en Équateur. On a du chocolat du Pérou. On a différentes origines, par exemple de Sao Tomé, de Mélanésie. On a plein d'origines. Parce que nous, on ne se rend pas compte, mais il y a des vraies différences. Hein. Plus acidulé, plus boisé, plus fruité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le choix des origines. C'est pas juste pour changer d'origine. Après, le produit va vraiment avoir une saveur différente. Oui. On a vraiment gustativement, en fonction des environnements, des notes complètement différentes. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous parce que vous avez toujours à cœur de surprendre, d'amuser aussi vos clients. Expliquez. Donc, il y a le choix des origines qui est important. Et puis, il y a votre façon de travailler. On peut être créatif dans le monde du chocolat. Alors, je dirais c'est un monde très, très créatif. Ouais. L'imagination est très importante. Aujourd'hui, on s'inspire, alors pour nos nouveautés, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous, qui nous permet de créer des nouveautés. Et c'est vrai qu'il y a une demande importante par rapport à ça. Après, je dirais, on a cette chance, entre guillemets, cette chance de donner du plaisir aux gens gustatifs. Lorsque vous voyez fabriquer, vous voyez tous ces artisans travailler, et que derrière on peut le faire goûter toute leur fabrication, je veux dire, il n'y a pas meilleure chose qu'on peut donner. Il n'y a pas meilleur cadeau de Noël. Il n'y a pas meilleur cadeau de Noël, tout à fait. Et alors, quelle est la nouveauté pour cette année, pour les fêtes de fin d'année qui approchent? Alors, nouveauté, on a sorti un petit chocolat praliné. Alors, je parle de notre praliné parce que notre praliné, dans la conception de notre praliné, il est un peu particulier. On a une torréfaction relativement soutenue. Donc, on torréfie les amandes, les noisettes, mais assez fortement. Et ensuite, on va cuire un caramel légèrement de caractère pour finir avec un broyage pas trop fin pour donner beaucoup plus de mâche en bouche. Donc là, on est de la texture, quoi, quand on croque dedans. Pour donner de la texture. Je dirais l'ADN de la maison Nougalet, c'est quand même le praliné en premier. Après, il y a plein d'autres produits, il y a plein de spécialités. Et la dernière nouveauté qu'on vient de sortir, donc c'est un praliné avec ce qu'on appelle des... Ah là, je ne peux pas vous aider. Non, vous ne pouvez pas m'aider. On l'appelle excusez-moi, je vais revenir. Le praliné, on l'appelle le pop. Alors, c'est un praliné avec des éclats de maïs grillé.
Oh là là. Et c'est pas commun, et c'est vrai que légèrement, il y a une pointe de sel, et il y a vraiment un ressorti qui est important. On commercialise également en Espagne, et on a un client qui nous avait demandé ça. On a dit, on va l'essayer, pourquoi pas. Et en fait, le produit final est vraiment très très pertinent, très gustativement intéressant, et il sort un peu des sentiers battus de ce qu'on fait en général. Alors, ça sort des sentiers battus, mais aussi parfois dans votre façon de présenter vos chocolats, vous sortez des sentiers battus. J'ai vu qu'il y avait des coffrets poker avec des plaques de jetons à croquer. Et puis, il y a quelques temps, vous avez fait le buzz avec les chocolats à l'effigie des candidats présidentiels qui avaient fait sensation. Donc, c'est vrai que vous amusez aussi à nous surprendre. Oui, ça c'est vrai on avait fait le premier sondage mondial en chocolat. Et ça fait quelques années, au temps des élections avec les anciens présidents, on avait fait des figurines en chocolat, et on avait fait un code barre en chocolat. Les gens pouvaient flasher sur le code barre, et on allait directement, ça rejoignait le sondage, et les gens votaient sur le candidat préféré, et ensuite en chocolat. Et après on croque celui qu'on a envie de croquer. On avait fait une deuxième campagne également pour les élections américaines, et il y avait Mitt Romney et Obama en face. On avait mis Mitt Romney en noir et Obama en blanc pour le petit clin d'œil. Et également, on avait fait le sondage en chocolat. Oui, il y a toujours cette envie de nous interpeller. Donc, on note bien cette possibilité aujourd'hui, de déguster des délicieux chocolats, d'amuser ses invités avec, on va dire, une originalité dans la façon de les présenter, et surtout, visiter l'entreprise. C'est-à-dire qu'on vient à Carcassonne, c'est un site tellement touristique, et bien à 5 minutes de la cité, vous avez la possibilité de voir tous ces savoir-faire, de découvrir justement aussi bien dans la confiserie, dans le chocolat, enfin voilà quoi. On a une palette de savoir-faire qui s'offre à nous. Merci beaucoup, Éric Montera, d'avoir pris le temps de nous présenter l'entreprise Nougalet. Merci à vous, un grand merci. Et on vous souhaite beaucoup de courage, parce que les fêtes de fin d'année, Noël, c'est toujours très important pour un chocolatier. Beaucoup de demandes. Tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Éric. Au revoir. Une autre douceur indissociable des fêtes, le marron glacé. On va aller voir une des meilleures maisons de France dans ce domaine, pour ne pas dire la meilleure, qui perpétue cette tradition depuis 1896, juste après cette courte pause. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France pour évoquer les douceurs de Noël. On va quitter le monde du chocolat pour celui des marrons glacés. On va vous faire découvrir une jolie entreprise familiale fondée en 1896 qui est toujours dirigée par la même famille, la famille Corsiglia, située à Aubagne, près de Marseille. C'est une maison qui a su préserver et transmettre un savoir-faire exceptionnel, notamment dans l'art du confisage du marron glacé. Aujourd'hui, c'est la 5e génération qui est aux commandes. Sud Radio C'est ça la France. Et on en parle tout de suite au micro de Sud Radio avec Stéphanie Corsiglia. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nathalie. Chez les Corsiglia, les marrons glacés, c'est une histoire de famille depuis 5 générations. C'est vraiment assez incroyable. Racontez-nous comment vous êtes lancé dans les marrons glacés. En fait, ça s'est imposé à moi. Je ne voyais pas ma vie autrement que dans notre passion familiale qui est le marron glacé, puisque j'ai vécu au-dessus de l'unité de fabrication pendant toute mon enfance. Et je rentrais de l'école directement dans le parfum du marron glacé. Exactement. J'allais embrasser mon grand-père qui était aux commandes du confisage, et voilà. Et de là est née une passion. Je baignais dans les marrons glacés dès ma tendre enfance. Mais c'est une histoire qui a commencé à New York dans la famille Corsiglia. Absolument, absolument. À New York, chez l'oncle de mon arrière-grand-père André, donc Jean-Baptiste Raffetto, était parti en Italie, à New York, comme beaucoup d'Italiens, et il a appris le métier de confiseur. Ensuite, il est rentré en France. Il s'est installé à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que le bassin méditerranéen était une source commerciale intéressante.
Et depuis, notre famille n'y est jamais partie. On est vraiment dans le haut de gamme du marron glacé. Vous êtes vraiment devenu le partenaire privilégié des confiseries, des artisans chocolatiers, des pâtisseries, des boulangers, épiceries fines, les chefs étoilés. On est sur du premium, absolument. Du premium. Alors, chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. Et votre père, Jean-Louis Corsiglia, a été l'un des maillons les plus actifs. Absolument. Vous êtes très très bien renseigné. Jean-Louis Corsiglia a été un entrepreneur hors pair et développeur également de process de fabrication. C'est lui qui a mis en place nos marrons glacés en sachet sous vide qui s'exportent, puisque ce sont des produits qui sont sans additifs et sans conservateurs et qu'on peut conserver pendant 2 ans. Et là, vous avez déposé un brevet, il a déposé un brevet sur la conservation sous vide des marrons. Et ça a ancré la marque dans le club très très fermé des meilleurs fabricants au monde de marrons glacés. Alors, le marron glacé sous vide, bien sûr, nous a permis de passer un cap et d'être référencé dans des belles maisons à l'export. Mais notre méthode de fabrication, qui est un confisage, ce que nous appelons le confisage sous tulle, qui est un savoir-faire que nous détenons depuis des générations, reste quand même l'élément essentiel pour continuer à être sur un produit de luxe, un produit premium. Alors justement, on va parler de la fabrication, parce que cette fabrication sous tulle, ça peut surprendre. Déjà, il y a la matière première. Alors ça, il y a une volonté d'avoir de la matière première française et italienne, parce que l'Italie, ça reste quand même un des pays pour obtenir des châtaignes, on va dire, avec le calibrage parfait pour pouvoir faire ces marrons glacés. Exactement. Alors, c'est vrai que nos marrons proviennent essentiellement d'Italie, de la région de Piémont et la région d'Avellino, donc de la région de Turin et la région de Naples. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des produits qui sont exceptionnels en termes de forme, en termes de goût. C'est vrai que malheureusement en France, du fait que les châtaigneraies ne soient pas aussi bien entretenues, avec des maladies, l'encre, le chancre, le cynips dernièrement, on ne peut pas se fournir uniquement en France. C'est vraiment un pourcentage qui est peu élevé par rapport à ce que nous faisons venir d'Italie. Et rappelez-nous bien la différence, parce qu'on parle de marron, on parle de châtaigne, on est toujours un petit peu perdu, parce que alors, c'est quoi la différence marron-châtaigne ? Alors déjà, un marron, c'est le marron, l'appellation du marron, ça reste quand même une variété de châtaigne. Mais il se distingue par son calibre, qui est de grande taille, et sa forme ovale, régulière et sans ce qu'on appelle les rides, c'est-à-dire peu veiné. Oui. Une châtaigne est un fruit qui est cloisonné dans sa bogue. La bogue, on rappelle, c'est l'enveloppe épineuse dans laquelle les fruits se trouvent. Donc, quand on parle de fruits cloisonnés, ça veut dire qu'il y a une petite peau à l'intérieur de la chair qui partage en deux le fruit. Oui. Exactement. Et pour la variété de châtaigniers dites à marron, sont celles qui produisent au moins de 12% de fruits cloisonnés. Ah oui. Donc on a des plus gros calibres. Absolument. Et c'est vrai que aujourd'hui, pour avoir ces fruits exceptionnels, les arbres sont greffés. Mais le fruit vient, que ça soit la châtaigne ou le marron, la châtaigne à marron, vient du même arbre. Mais c'est un arbre qui a été greffé à 3 ans pour obtenir un fruit merveilleux. Et sans nous dévoiler ensuite les secrets de fabrication de la maison, racontez-nous justement comment on obtient ce marron glacé, parce que c'est assez complexe quand même. Enfin, complexe. On reconstitue le fruit, on va l'emmailloter. Racontez-nous justement comment ça se passe, le process de fabrication et cette mousseline de tulle qui fait toute la différence. Oui. C'est vrai que le marron glacé aujourd'hui, c'est un produit cher, parce qu'il y a beaucoup de manutention. Il y a 14 étapes pour obtenir un marron glacé, du fruit cru
aux fruits que l'on retrouve sur les tables de Noël. Au départ, donc, c'est une sélection de fruits. Tous les fruits vont être mis dans des bassins d'eau douce. Les fruits véreux vont remonter à la surface et vont être écartés. Les fruits qui sont donc restés, qui sont plongés dans l'eau, dans le bain d'eau. Voilà. Avant ça, ils vont être laissés pendant 3 semaines dans des caves pour enlever l'humidité et vont être remués tous les jours à la pelle pour enlever cette humidité. Une fois que les fruits sont secs, on va les peler. Donc, petite incision manuelle avec un couteau en inox, passer pour être pelé, et ensuite, enfin, une fois qu'on a le marron cru et bien pelé, donc sans petite peau qui reste à l'intérieur des veines, là va pouvoir commencer le process à proprement parler de fabrication. Donc les marrons vont être mis 2 par 2 dans des mousselines de tulle, donc des mousselines alimentaires comme les tulles des voiles de mariage. Des petites danseuses ou des voiles de mariage. Exactement, mais bon, bien entendu alimentaires. Donc ces marrons sont mis 2 par 2 comme si on les remettait dans on les regreffait, on les remettait ensemble. Exactement. Serrés les uns contre les autres dans des paniers de confisage. Bien serrés, pourquoi ? Pour pas que le marron, lors de la cuisson, lors du confisage, se casse et s'éclate. Parce que le marron reste un produit fragile. Une fois que les marrons sont mis sous tulle, ils vont être plongés dans des bains d'eau douce pour être blanchis, cuits. On ne parle que de quelques heures. Là, on n'est pas sur le confisage qui, lui, peut durer de 6 à 7 jours. Ah oui, donc il y a tout ce travail. Absolument. Et donc cette petite tulle, on l'enlève à la fin, quand le confisage est complètement terminé ? Absolument. Et là, j'imagine qu'il y a encore des contrôles pour vérifier que tout s'est bien passé, que c'est onctueux comme il faut, que c'est souple. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles à chaque étape. Alors, à chaque étape, déjà, donc le confisage qui va durer entre 6 et 7 jours et qui va être contrôlé par les confiseurs en termes de gustatifs, en termes de texture, bien entendu. Donc, selon les lots, selon les fruits, on n'est pas sur le même confisage. Donc, à chaque confisage, c'est quelque chose qui recommence. Et c'est important de le dire ça pour nos auditeurs, pour bien comprendre justement que voilà, les fêtes de Noël approchent et ces marrons glacés, voilà, on comprend aussi, c'est un produit de luxe, c'est un produit accessible, comme une excellente pâtisserie d'un très très grand pâtissier qui sera plus cher mais accessible. Donc c'est ça l'avantage, c'est que ça reste accessible quand même. Mais on comprend bien avec tout ce process qu'il y a derrière que c'est un long travail avant d'obtenir justement notre marron glacé sur la table de Noël. Oui, absolument. Donc, effectivement, une fois que les marrons sont confits, on va retirer délicatement les tulles. C'est un travail qui est toujours manuel. Et les marrons vont être rangés sur les grilles afin d'être glacés. Alors, le glaçage, ça consiste à enrober les marrons d'une fine pellicule de sirop et qui est translucide et satiné. On passe les marrons quelques secondes au four pour que la glace se saisisse autour et on laisse reposer pendant 24 heures pour pas que le glaçage soit abîmé. Et enfin, on peut plier les marrons. Oh là là. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, là, Stéphanie Corsiglia. On n'a qu'une envie, c'est d'aller croquer dans un marron glacé et repenser à tout ce process de fabrication et se rendre compte de tout ce savoir-faire séculaire, artisanal, qui permet justement d'obtenir ce marron glacé comme il faut, onctueux, à la bonne température, à la bonne texture. Merci en tout cas, Stéphanie Corsiglia,
d'avoir pris le temps de nous présenter la maison Corsiglia. Merci à vous, mais je peux continuer pendant des heures. Mais je sais bien, malheureusement, on n'a pas le temps, mais sinon j'aurais adoré. Et surtout, je précise qu'en ce moment, c'est les grosses commandes, donc vous avez énormément de travail. Les fêtes de Noël, c'est quand même toujours très très important pour les confiseurs. Donc merci en tout cas, ils vous en parlent avec tellement de passion que là, on avait tous l'eau à la bouche, qu'on se dit oh là là, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller croquer dans un marron Corsiglia. On va vite vous en envoyer pour que vous puissiez assouvir cette envie. Merci beaucoup Stéphanie et belle journée à vous. Merci à vous, belle journée. Belle fête de fin d'année, au revoir. Merci, vous aussi, belle fête. On va aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et oui Thibaut, on va continuer à se balader avec vous sur l'île de Ré et vous allez nous parler, cette fois-ci, après avoir évoqué le sel la semaine dernière, une autre production emblématique. Et oui Nathalie, on a parlé du sel, mais ce territoire est également réputé pour ses huîtres. Bah oui. On va faire la connaissance de Gérard, un ostréiculteur qui se distingue par sa production unique d'huîtres sauvages. Il les élève naturellement, dans un respect total des cycles de la nature. Et quand je l'ai rencontré, il était en pleine préparation de ses huîtres, dans son atelier du hameau du Martret, c'est près d'Ars-en-Ré, dans le nord de l'île. Et on va l'écouter nous parler de son savoir-faire, c'est un vrai passionné. Là, je suis en train de travailler les huîtres comme à l'ancienne, à l'ancienne tradition. Je travaille encore avec la sauvage que la mer nous apporte. Vous êtes en train de faire Je quoi? suis en train de décoller les huîtres, là. Les huîtres qui ont 3 ans. Mais il leur faut 4 ans pour arriver adultes, ces huîtres-là. Alors c'est quoi les étapes pour obtenir cette huître? C'est une préparation. Chaque saison, en fonction des saisons, à partir de juin, il faut mettre des supports pour avoir le captage dans l'été. La naissance de l'huître, quoi. On prépare déjà début juin, bien avant, pour avoir la vraie naissance de l'huître, quoi. Et vos parcs sont où? Mes parcs sont sur le Martret, là, sur le sud de l'île de Ré, voilà. Il faut savoir qu'une huître, elle est manipulée, la vraie huître naturelle, elle est sauvage, quoi. Elle est manipulée entre 30 et 40 fois avant d'arriver dans l'assiette, quoi. C'est surtout ça, donc c'est très long à faire quand même. C'est très long, donc ce qui explique c'est 4 ans. Voilà, c'est ce qui explique ces 4 années. En sachant qu'elles n'arrivent pas toutes à maturité en même temps, même au bout de 4 ans. Il y a toujours des lots d'huîtres qui restent petits et puis d'autres qui prennent tout. C'est la nature a fait que c'est comme ça. C'est l'huître sauvage. Quelle est la différence entre l'huître d'Oléron et l'huître de l'île de Ré? L'huître d'Oléron, ça reste quand même la même huître que nous on travaille. Sauf qu'eux, ils la travaillent différemment. Ils travaillent plus avec l'affinage en clair. Ils font de la fine de clair. C'est parce qu'ils sont bien achalandés au niveau des marais. Et... Vous êtes issu d'une famille d'ostréiculteurs? Non. Non, pas du tout. Quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivé à l'huître? Moi, j'ai toujours fait la mer, quoi. J'étais inscrit maritime. Ouais. J'ai fait la pêche industrielle sur les gros bateaux. Et puis après, je me suis lancé plus sur l'huître, quoi. Sur l'huître, voilà. Sur l'huître, donc j'ai préféré faire ostréiculteur que marin-pêcheur. Ça fait combien de temps? Ça fait 45 ans. Ça, c'est de longue date. Ouais. Vous êtes passionné, ça se voit. Moi, je suis passionné. Ouais. J'aime bien mon travail. C'est vrai que quand on fait un travail par passion, pour nous, la vie passe très vite, quoi. Donc vous êtes sur vos parcs à huîtres tous les jours? Tous les jours, non. En fonction des coefficients de marée, quand la marée le permet. Quand les coefficients sont importants pour dégager en mer et voir les parcs pour pouvoir travailler dedans. Alors comment on fait pour déguster vos huîtres? On se présente à mon entreprise et puis j'ai mon commerce là et puis au moment où la clientèle est là, je suis là à servir, et leur expliquer ce qu'ils veulent comme taille d'huître et comment que c'est proposé. On peut rappeler le nom de l'entreprise? L'huître du Martret, ça s'appelle. On sent bien la passion chez Gérard quand il parle de son travail. Il tient à la tradition, la qualité de sa production. Et concernant les fameux mois en R, alors, c'est vraiment plus propice à la consommation quand on achète des huîtres à cette période-là? C'est une bonne question que j'ai posée à Gérard, justement, et il va tout nous expliquer. Alors ça, l'histoire des mois en R, c'est l'histoire qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de transport pour transporter les huîtres, déjà. Et le fait qu'elles soient en période de laitance, de reproduction, elles ne pouvaient pas se transporter. Donc c'est pour ça que ça a toujours été renommé dans les mois en R. Qu'est-ce qu'on consomme dans les mois en R? Donc ça commence en septembre, c'est ça? Septembre, voilà, en septembre. Septembre, et elles sont en période de reproduction au mois de juin, juillet, août. Voilà. C'est pour ça que ils ont toujours dit que ça ne se consommait pas dans ces mois-là. C'est bien, comme ça on retient un peu les dates. Après, pour ceux qui les préfèrent laiteuses, finalement, ils peuvent en consommer quasiment toute l'année.
Oui, mais bon, c'est un choix et je pense que Gérard donne de bons conseils. Oui, il donne de très bons conseils. Voilà. Les mois en R, on les retient bien. Merci Thibaut, à dimanche prochain pour une autre rencontre. Et merci à vous, chers auditeurs. On vous souhaite un bon dimanche. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.